Ok. Bon, là, ça va être un petit peu lumineux sur l'écran. Donc, ce qu'on va voir, donc c'est un quiz sur le principe d'inertie. Alors, il est visualisé. Première partie, questionnaire à choix multiples, simple. Il y a une seule bonne réponse à chaque fois. D'accord. Donc, constitué par cette question. Ensuite, l'exercice 2, simplement en association de grandeur avec les unités. Très simple, petit coefficient. À partir de l'exercice 3, c'est là que commencent les véritables exercices de principe d'inertie. Le premier, c'est un crash test avec le rôle de la ceinture de sécurité. La question 10, vous devez avoir un raisonnement scientifique. Et à chaque, je le répète, un raisonnement scientifique, c'est pas simplement trois mots, quoi. C'est une argumentation. Présenter la situation, vous l'expliquer, etc. Un petit schéma ou un tracé de pour représenter les forces. Je vous rappelle que je sais, c'est compliqué de faire les schémas là-dessus. Donc le seul truc, c'est vraiment vous faites au mieux. D'accord. Enfin, c'est l'exercice 4 qui va être le plus complexe. C'est le thermomètre de Galilée. Je pense que vous avez déjà tous vu ce genre de thermomètre. En fait, ça joue sur la masse volumique, sur la température, la dépendance de la masse volumique en fonction de la température d'un élément. Et donc, je vous donne une courbe qui représente l'évolution de la masse volumique du liquide qui est contenu dans le thermomètre de Galilée en fonction de la température. Et donc, il y a une poussée d'Archimède qui va avoir lieu. Bref, il y a pas mal de choses qui vont jouer. Un petit schéma pour expliquer les choses. Et là, beaucoup de calculs. Une seule expression, bien entendu, est valable à chaque fois. Alors, au final, une réponse. Est-ce que la boule orange ici va monter ou va descendre en fonction de la température? C'est la seule question qui va être importante. Alors, bien entendu, elle a un petit coef, hein, parce que ça, c'est une chance sur deux. Hein. Mais à la question 18, ce que je vous demande, c'est de m'expliquer le fonctionnement d'un thermomètre de Galilée de façon orale. Bien entendu, cette explication, ça doit être quelque chose de consistant. Vérifiez que votre fichier audio soit présent. Donc vous réévaluez votre copie une fois que vous l'avez fait. Je n'accepterai bien entendu aucun retard, aucun fichier à part. Tout fonctionne. Vous avez une tablette numérique, elle fonctionne très bien avec Cuisinière, vous avez tous les objets pour fonctionner. Donc, aucune erreur de votre part. Impossible cette fois. Là, j'ai été assez conciliant jusqu'à présent. Mais vous imaginez bien que si chacun m'envoie un fichier audio dans un mail, dans un autre mail, par Pronote, etc., je m'en sors pas. C'est déjà assez complexe comme ça. Donc maintenant, c'est moi qui vais être intransigeant. Et je vous dis que ça se fonctionnera comme ça et pas autrement. Si c'est, vous connaissez les règles du jeu. Si vous ne respectez pas les règles du jeu, c'est simple. La note en sera affectée. Donc, ce qu'on fait, je lance ce quiz, mon principe d'inertie. Donc, on va dire principe d'inertie. Je vais le faire pour le vendredi, 18h. Créer la diffusion, copier le lien. Hop, et là, je vous envoie le lien qui est envoyé directement sur votre adresse mail. Est-ce que j'ai des retours de mail? Chez vous, j'en ai pas. D'accord, j'ai reçu ton enregistrement. Ok. Et bien entendu, je le mets également sur Pronote. Prise Internet, vendredi 12 février. Là, vous avez tout. Et c'est enregistré. Nous avons la preuve que tout est fait dans les règles. Donc cette fois-ci, il ne pourra pas y avoir de dire « Oh, j'ai pas reçu le mail, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça ». Non, là, vous êtes tous témoins, vous l'avez tous. Les quoi, je comprends pas, Maël. Mais en tout cas, reçu, c'est très bien. Ok, on passe au nouveau chapitre. On va prendre notre temps.
Et on revient sur la première thématique. Donc, on revient sur la constitution et la transformation de la matière. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu jusqu'à présent? Ah oui, il ne faut pas que je me mette devant, sinon ça frise. Voilà, là on est bien. Qu'est-ce qu'on avait vu? Premier chapitre, on avait décrit la matière de façon macroscopique. Deuxième chose, on avait vu les solutions aqueuses. Maintenant, on va sonder la matière. Et on va aller voir ce qui se passe dans l'infiniment petit. Et donc, le chapitre 3, c'est la description microscopique de la matière. Donc, chapitre 3. Description microscopique de la matière. Alors, chapitre ultra important, aussi bien pour la spécialité que pour l'enseignement scientifique que vous allez avoir, même si vous ne faites pas de spé physique l'an prochain. Ça va, c'est clair sur l'école. Alors, au collège, vous avez appris certaines choses sur la matière. La matière est constituée de quelles sont les briques élémentaires, quelles sont les briques de la matière. Voilà, ce sont des atomes. Et en plus, vous avez vu que ces atomes, ils sont constitués par certaines choses. Quoi? Non. Ça, c'est après. Voilà, protons. Alors, c'est bien, c'est que vous avez déjà été un peu plus loin que ce qu'il fallait. En fait, on va simplement dire qu'il y a un noyau. Et autour, il y a des électrons. Alors, c'est une vision qui est un peu passéiste. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Mais ça permet de comprendre bien les choses. Donc, on a un système où on a un noyau et des électrons autour. Oui, alors, les leptons, les bosons, les fermions et tout ça, c'est pour plus tard. Comment t'as trouvé? Bien sûr, voyons. Alors, on va d'abord justement regarder en 1 la structure de la matière. Structure de la matière. Et donc, on va commencer par les constituants. Qu'est-ce qui constitue la matière? Pour l'instant, ça ne frise pas, tout va bien. Donc, comme je vous l'ai dit, un atome est constitué d'un noyau. Qui est chargé comment? Quelle est la charge d'un noyau? Raté. C'est positif. D'accord? Le noyau des atomes, il est toujours chargé positivement. Chargé positivement. Et autour, il y a quoi? Alors, on va éviter le truc qui gravite, même si c'est le terme qu'on a utilisé jusqu'à présent. On va dire qu'il est entouré d'un cortège électronique, d'un cortège d'électrons. Entouré d'un cortège d'électrons qui, eux, sont chargés négativement. Alors, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à connaître dans ce. C'est plus de la compréhension. On va vous ramener quelques petits cadeaux. Alors, ce qu'on va faire, en fait, dans ce cours, on va étudier d'une part le noyau, et après, on va étudier les électrons.
En fait, le noyau, il va intervenir dans tout ce qui est transformation nucléaire. Donc, on va commencer à étudier les transformations nucléaires, c'est-à-dire comment fonctionne une centrale nucléaire, comment fonctionne une bombe atomique, comment fonctionne le cœur des étoiles par réaction thermonucléaire. Hein, ce sont des réactions qui utilisent les noyaux des éléments. Après, on va s'intéresser plutôt au cortège électronique. Parce qu'en fait, comment deux atomes, deux éléments chimiques peuvent s'associer? C'est en mettant en commun des électrons particuliers. Et donc, deux éléments s'associent grâce à des électrons qu'ils ont autour d'eux. On verra comment ça se passe par la suite. Donc, pour comprendre toute la chimie, hein, il faut comprendre comment se créent ces liaisons entre les atomes, comment ces électrons se mettent ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on verra par la suite. Donc on va commencer par l'étude du noyau. Alors, en deux, le noyau. Donc le noyau, il est constitué par ce qu'on appelle, vous connaissez le terme, des... Ah non, sûrement pas. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Les protons et les neutrons. Et en fait, les protons et les neutrons, c'est une seule et même famille qu'on appelle les nucléons. Donc, le noyau est constitué par des nucléons, et ces nucléons sont de deux types. Il y a les protons, et il y a les neutrons. Donc, protons et neutrons constituent les noyaux. Donc, c'est ce qu'on appelle les nucléons. Ah, Eva, oui. Alors, nous, on va s'intéresser à plusieurs choses. À la masse et à la charge. Donc, la masse d'un proton, alors bien entendu, c'est des valeurs que vous ne devez pas connaître. La masse d'un proton qu'on note MP, c'est 1,673 ou 70, je ne sais plus, 673, 10 puissance moins 27 kg. Alors bien entendu, ça je vous le redonnerai toujours. La masse d'un neutron, c'est pratiquement pareil. La masse d'un neutron, c'est 1,675. 1,675. C'est bon, il voit, oui. 10 puissance, moins 27 kg également. Donc en fait, les protons et les neutrons, ils ont pratiquement la même masse. En fait, c'est cette différence de masse qui va pouvoir expliquer toutes les réactions nucléaires qu'on va étudier par la suite. On verra ça plus tard dans l'année, ce sera plutôt en fin d'année, enfin plutôt en fin d'année. Alors, je vous ai parlé de masse, mais ce qui caractérise la matière, c'est pas seulement la masse de cette matière, c'est également, c'est en plus en même temps ils appellent, on est foutu. On va parler de la charge, d'accord? Alors, la charge d'un proton, c'est positif. Et on va dire qu'un proton porte une charge élémentaire qu'on va noter E, plus là. C'est la charge la plus simple que l'on retrouve en fait. Hein? Alors, voilà, comme vous notez la masse, c'est petit m, la charge, la notation de la charge, c'est petit e. D'accord? Donc ça, c'est la charge d'un proton. C'est égal à plus E, et ça a une valeur. Hein. C'est aussi mesurable. C'est 1,602 10 moins 19 C. Alors, c'est quoi C? Non, c'est pas Celsius. Comme la masse, l'unité de la masse, c'est le kilogramme. Mais l'unité d'une charge, c'est quoi? Ah oui, donc la charge, non, c'est le nom. C'est comme si tu me disais, si je te demandais quelle est l'unité de la masse, tu me dis la masse.
Peut-être que vous l'avez vu. Alors, est-ce qu'il y en a? Oui, ben, bien entendu, Mathéo a trouvé. Ah, vous voyez. Il connaît déjà. Donc, en effet, c'est ce qu'on appelle le coulomb. Donc, voilà une nouvelle unité, le coulomb. Donc, à chaque fois que je mettrai un C, ça voudra dire que je mesure une charge. Et la charge d'un proton, c'est 1,602, 10 puissance moins 19. Pas besoin de connaître la valeur. Okay. Toutes les valeurs, vous les redonnerez à chaque fois. Quelle est la charge d'un neutron? Ah, alors, d'accord, c'est pas chargé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et donc, si c'est neutre, ça vaut combien? Voilà, d'accord? Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Ça, c'est quand on fait de la philo, est-ce que l'existence, c'est ça? Vous faites ça en HLP pour ceux qui iront en HLP. Donc là, vous avez juste à dire que la charge d'un neutron, bah, c'est 0 coulomb. D'accord? Alors, on va en parler. Maintenant, c'est vrai, en fait, globalement, un atome, c'est quoi? Quelle est la charge d'un atome? Non. Neutre. Parce qu'en fait, il y a le noyau qui est positif et il y a les électrons qui sont négatifs. Donc, ça va se compenser. Et c'est pour ça qu'en général, la matière est neutre. Les morceaux de craie constitués d'atomes qui s'agencent entre elles et qui créent un élément. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi il y a des choses qui sont chargées? Ça, on le verra par la suite. D'accord? Donc, voilà pour le noyau. Maintenant, ce qu'on va utiliser, c'est le tableau périodique des éléments. Donc, dans le tableau de Mendeleïev, est-ce qu'on l'avait déjà utilisé au collège? Où on vous présente l'hydrogène, l'hélium, le lithium, le beryllium, etc. Voilà, tous les éléments sont représentés dans ce tableau périodique. Et en fait, il va falloir apprendre à lire ce tableau périodique. Comment sont classés ces éléments chimiques? En fait, ils vont être classés par rapport au nombre de protons. Par exemple, le premier élément chimique, l'hydrogène, possède un proton. Le deuxième élément chimique, c'est l'hélium, 2 protons. Ensuite, il y a le lithium, 3 protons, etc., etc. Oui. Ouais. Tellement beaucoup. Alors ça, c'est encore différent. On va voir en fait plutôt les métaux, les alcalins, les alcalinotéreux, les halogènes. Ça, je ne vais pas encore vous en parler. C'est justement pour pouvoir comprendre pourquoi un élément chimique va plutôt avoir tendance à être un métal et qu'un autre va plutôt avoir tendance à être un gaz. Ben, c'est dû à sa composition interne de son noyau et de ses électrons et de ses propriétés internes. Donc pour le moment, on va juste essayer de comprendre comment on a créé ce tableau, comment il est identifié. Donc, pour un élément chimique quelconque, pour un élément chimique X, alors X, ça peut être de l'oxygène, du carbone, de l'hydrogène, de l'hélium. C'est un élément chimique quelconque. On va représenter cet élément chimique sous la forme de X. En haut à gauche, on va avoir un numéro, on note A, et en bas à gauche, on a un numéro A, et que l'on note. Ça va être très important déjà de comprendre cette numérotation et de savoir l'utiliser. Z, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique de l'élément chimique. C'est lui qui va vous définir
le nombre de protons. Nombre de protons dans le noyau. D'accord? Donc en ayant le numéro atomique, vous avez forcément le nombre de protons qui est à l'intérieur du noyau. Ensuite, A, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse. Alors on va comprendre pourquoi un peu plus tard. Nombre de masse. Il représente le nombre de nucléons. Ensuite, donc là, Z, c'est le nombre de protons. A, c'est le nombre de nucléons. Comment je fais pour connaître le nombre de neutrons? Tout bête. D'accord? Puisque les nucléons, c'est les protons et les neutrons. Si on veut trouver le nombre de neutrons, on le notera en général sur antenne. Ça va être égal à A, le nombre de masse, moins Z. Forcément, A est toujours plus grand que Z, supérieur ou égal. Ça va être égal. Si A est égal à Z, qu'est-ce que vous en déduisez? Il n'y a pas de neutrons dans le noyau. D'accord? Alors ça, c'était la première chose. Première identification d'un noyau par son numéro atomique, son nombre de masse. Maintenant, ce que l'on va voir, on va voir des cas particuliers. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du carbone 14, par exemple? Ça sert à quoi? Voilà. C'est un élément qui permet de faire de la datation. Mais pourquoi on appelle ça du carbone 14? Alors, c'est quoi? D'accord. C'est ce qu'on appelle un isotope. Oui, Mathéo. On va le faire passer en première de suite. Hein. Ah. Bon, oui, mais je vais arriver. En fait, l'élément classique du carbone, on appelle ça du carbone 12. Là, on a du carbone 14. La seule différence, c'est que il va toujours avoir le même nombre de protons, mais avoir un nombre de neutrons différent. Donc, sur la représentation symbolique de l'élément chimique, Z sera identique, mais A sera différent. C'est comme ça qu'on identifie des isotopes. Et je sais pas. Là, je peux pas te dire. Je pense que c'est 12, 24. Je pense qu'il en a 12 en normal et sinon, en carbone 14, je crois qu'il en a 14. Mais ça, pareil, on va faire des exercices, etc. Ils vont me donner à chaque fois. Alors, en général, c'est vrai que la stabilité s'obtient lorsque le nombre de protons et le nombre de neutrons est à peu près pareil. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une loi qui va permettre de comprendre toute cette évolution. Pour le moment, on va en parler de ça, de la stabilité d'un élément chimique, et on va voir qu'est-ce qui assure cette stabilité. Mais ça, on va d'abord comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais passer aux isotopes. C'est une définition que vous devez vraiment connaître impérativement. Les isotopes. Alors, qu'est-ce que ça représente, les isotopes? Ce sont deux éléments chimiques, possédant le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons, différent. Vous avez le même Z, mais A va être différent.
Voilà pour la définition des isolants. Ok. Voilà tout ce que vous devez connaître déjà sur le noyau. Et je vais juste vous décrire un tout petit peu le cortège électronique. Et ensuite, on va faire un exercice un peu calculatoire, qui va nous permettre de comprendre comment est-ce qu'on peut trouver la masse rapidement d'un élément chimique. Alors, petit 3, le cortège électronique. Cortège électronique. Donc au final, moi ce qui m'intéresse c'est d'identifier de quoi est constitué un atome, et donc de savoir de combien d'électrons va être constitué mon atome de symbole X à Z. Après, combien d'électrons possède un élément X à Z? Comme c'est là-bas. Exactement. Il faut que vous gardiez cette idée en tête que l'atome est électriquement neutre. C'est comme ça qu'il est stable à la base. Après, on parlera des ions, etc. C'est quelque chose d'un peu particulier. Mais pour le moment, l'atome, sa propriété fondamentale, c'est qu'il est neutre. Donc l'atome est électriquement neutre. Électriquement neutre. Donc, il y a autant d'électrons qu'il y a de protons. Autant d'électrons que de protons. Voilà pour le moment tout ce dont on a besoin. Il n'y aura pas tout. D'accord? On continuera le cours la semaine prochaine. Là, on va faire un exercice d'application. Je ne vais pas intervenir les électrons. Oui. Un S, 2 S. C'est dans le prochain cours que je fais ça. Oui, ce sera le prochain cours. D'accord? Prochain cours, on va faire la structure électronique. Alors, ce n'était pas au programme avant que vous avez deux. Et c'est une très bonne chose, parce que ça vous permet de comprendre beaucoup mieux ce qu'est une réaction chimique et pourquoi une réaction chimique a lieu plutôt qu'une. Alors, l'exemple qu'on va faire là, ça va être le, je ne sais plus, alors, qu'est-ce que j'ai prévu? 13 page 81 apparemment. Oui. Donc, calculer la masse d'un atome. Alors, on va faire la méthode Bourrin, c'est-à-dire plein de calculs. Et puis, on va faire la méthode physicienne, avec de la finesse et des choses qui va vous montrer que, en fait, super simple, dès qu'on sait utiliser des maths. Alors, l'expression littérale, en fait, on va l'appliquer sur un atome bien particulier. Donc, on vous donne la masse d'un nucléon, la masse d'un électron et la charge élémentaire. Voilà ce que vous avez comme données. Et on parle du mercure. Le mercure, qu'est-ce qu'il y a? Il y a écrit quoi? Un nombre de neutrons différent, même Z, et c'est le signe différent. Ouais, c'est bon, Maëva? Et levez la main, sinon après, moi, je vois pas. Ok, donc j'en étais où? Le mercure. Est-ce que vous savez quel est le mercure? C'est liquide. Vous l'avez dans quoi avant d'utiliser? Thermodate. On l'utilise plus, pourquoi? Ouais, quand c'est rigide et tout, enfin c'est super pas bon le mercure.
Et est-ce que vous savez à quelle catégorie de matériaux il appartient? Ouais, c'est un métal, et pourtant c'est liquide. Alors c'est vrai, le fer est liquide, hein. Vous pouvez avoir du fer liquide à condition de quoi? Chauffer. Le mercure, c'est le seul métal qui est liquide à une température ambiante. Il peut durcir, mais à l'état, à la température et notre pression, il est liquide. Hein? Ouais, mais c'est un peu particulier, ça aussi. J'en parlerai plus tard. Oui, Marie. Madame. Valentin l'a dit avant toi. Mais le gallium, j'en parlerai plus tard. C'est un peu particulier parce que c'est une structure un peu différente. Mais oui, vous avez raison. Alors, ce qu'on vous dit. Le mercure, seul métal liquide à température ambiante, a une densité très élevée. Ça veut dire en fait, tandis qu'une goutte d'eau. Ça va? Ouais. Une goutte d'eau, ça a une masse de 35 mg à peu près. Une goutte de mercure, c'est 14 fois plus important. Donc ça veut dire que la densité du mercure est beaucoup plus importante, 14 fois plus importante que celle d'eau. On vous donne la notation symbolique du mercure. Donc c'est Hg, nombre de masse 202 et 80. Ça, c'est un des isotopes du mercure. Première question. On vous demande de donner la composition de cet atome, de cet isotope. Alors, comment vous faites? Ça veut dire quoi? Déjà, quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous devez donner à la fin? C'est ça. Le nombre de protons dans le noyau, le nombre de neutrons dans le noyau et le nombre d'électrons dans le cortège d'électrons. En fait, c'est direct. Cet isotope est constitué de Z égale 80 protons. N est égal à A moins Z. Alors ça fait combien A moins Z? Bah oui, ça fait combien? 122 de 30. Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Combien? Alors, pas besoin de dire les nucléons. Parce que sur les protons et les neutrons, c'est pas à toi. Pourquoi? Et pourquoi? Voilà. Alors, ça, il faut le justifier. Donc, à chaque fois que vous aurez cette question, donnez la composition d'un atome, et c'est sûr que vous pouvez. Là, ça peut même être une question de date. Pas beaucoup de points, mais ça tombe. Donnez la composition de l'atome. Donc, nombre de protons, nombre de neutrons, et comme l'atome est électriquement neutre, eh ben, il y a aussi l'atome électrique. Ça, on verra après. Il n'y est pas encore. Oh, vous arrivez trop vite, là. Si vous voulez, j'accélère, hein. Oui, un atome est essentiellement constitué de vide, c'est ce qu'on appelle une structure lacunaire, mais ça, on va le voir après. Et comme l'atome est électriquement neutre, il possède 80 électrons. Et si vous ne le rédigez pas comme ça, c'est bien simple, je mets 0 à la question. Même si c'est juste. C'est comme quand on n'envoie pas le fichier dans le quiz. Je fais quoi? Dommage que ce soit enregistré.
Oh, et bon. Donc ça, c'est la question faite. Calculer la masse de cet atome, exprimer le résultat en kilogrammes puis en grammes, et combien d'atomes y a-t-il dans une goutte de mer? Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer la masse. Alors, pour calculer sa masse, il va avoir besoin de tout le tableau, parce que je vais vous faire une démonstration qui va vous permettre de faire de belles méthodes. On va faire une démonstration théorique, et après, on va l'appliquer justement au calculateur. Maintenant, je me dis si je peux effacer la dernière partie. Bon, en ligne, c'est bon, je peux effacer. Oui, oui. Ok. Alors, donc là, ce qui nous intéresse, c'est de calculer la masse. Bon. Intuitivement, comment est-ce que vous allez pouvoir calculer la masse d'un atome quelconque? Ok, stop. Déjà, c'est bon. On va dire que la masse d'un atome quelconque, c'est la masse de ses protons plus la masse de ses neutrons, BDS, voilà, plus la masse de ses électrons. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Donc ça, on peut encore le simplifier. La masse d'un atome, ben, il y a combien de protons? Si vous avez une symbolisation AX, enfin X à Z, il y a combien de protons? X à Z. Quelle lettre représente le nombre de protons? Z. Donc vous pouvez dire que la masse des protons, c'est Z multiplié par la masse d'un proton. Oui, non. Bon, ben alors commencez par là, la masse de deux. Ah, moins Z, pas quoi? La masse donne. Plus A moins Z fois la masse d'un neutron. Plus la masse des électrons, donc c'est Z fois la masse d'un électron. Bon, ben c'est pas trop mal pour le moment. Ça fait quand même une grosse formule. Maintenant, je vais vous donner la masse d'un proton. Alors, on a la masse d'un proton, c'était 1,675 10 moins 27 kg. La masse d'un neutron, c'était 1,672 10 moins 27 kg. Et la masse d'un électron, ça je ne l'ai pas encore donné, c'est 9,109 10 puissance moins 31. En tant que physicien, flemmard, il n'avait pas envie de faire plein de calculs. On n'a pas, je peux pas. Qu'est-ce qu'on fait pour simplifier ce calcul qui est long? D'après ce que l'on regarde sur les différentes masses qu'on a à notre disposition. Et c'est là que votre sens physique va avoir son importance. Première chose, c'est vrai, on pourrait dire que la masse des protons et la masse des neutrons, c'est à peu près égal, et on va appeler ça masse d'un nucléon. D'accord? Moi, ça me va. C'est quoi? Non, la masse d'un électron, non, c'est pas ça. Pour le moment, je vais pas. Les nombres que je vous ai écrits là, c'est simplement pour que vous puissiez constater quelque chose.
par rapport aux puissances de 10. Non, tu n'as pas le droit de les enlever. Tu n'as pas le droit d'en rajouter. La masse d'un proton, la masse d'un neutron, la masse d'un électron, c'est comme ça, c'est pas autre chose, c'est constant. Ah oui, c'est sûr, mais moi je ne veux pas faire de calcul à chiffrer là, je voulais juste donner ces indications. Déjà, la première chose, vous m'avez dit, ah bah masse d'un proton et masse d'un neutron, c'est presque pareil, allez hop, on va dire que c'est la même chose dans le calcul. Non. Alors je vais en rester là. Je vais faire la démonstration autrement, c'est pas comme ça que je voulais la faire, mais on va le faire. C'est 600. Il y a écrit quoi en bas? En bas où? M atome. Tout ça 673. Pourquoi elle me dit 673? Maëva, que veux-tu avec ton 673? Après la masse des électrons. Ah, là c'est masse. Masse atome égale Z fois la masse d'un proton, plus A moins Z fois la masse d'un neutron, plus Z fois la masse d'un électron. Non. 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 Ça marchera, mais après. D'abord, je veux du littéral. Non, à droite, 909. À droite, mais qu'est-ce qu'elle nous dit à droite? Ah, 9,109, 10 moins 31. Bah, pas trop. Ah, apparemment, eux, ils voient mal. Ok, bon, je voulais pas le faire comme ça, mais on va le faire comme ça. Soit. Non, ouais, mais tu viens. Maëva, je vais te tuer en dessous de 909. MP à peu près égal à MN. Donc, ce qu'on va faire, à la place de MP et de MN, je vais mettre N nucléons. Vous êtes d'accord? Donc, je vais avoir que M noyau est égal à Z fois la masse d'un nucléon plus A moins Z fois la masse d'un nucléon plus Z fois la masse d'un électron. C'est vrai que c'est pas très net, ça. Là, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire, là, d'un point de vue mathématique? C'est ce qu'on appelle... Merci. Identité remarquable là-dedans. Ouais, humour à 2 balles. Donc oui, on factorise par quoi? Non. On peut factoriser par la masse d'un nucléon de l'éclair. Donc on va dire que M noyau, c'est égal à la masse d'un nucléon multiplié par quoi entre parenthèses? Pourquoi 2? Où est-ce que tu as un 2 là-dedans? Alors Valentin, Z plus A moins Z plus Z fois la masse d'un électron. Et en effet, les Z se simplifient, il nous reste que la masse du noyau, c'est égal à A fois la masse d'un nucléon, plus Z fois la masse d'un électron. On a déjà vachement simplifié l'expression.
Et moi, je vous dis que vous pouvez encore la simplifier si vous êtes assez intelligent. L'atome, pardon. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Non. Ah, tu changes juste noyau en atome. En fait, j'ai un peu avancé le truc. Rejouer. Allez, il faut qu'on finisse ça là. Et donc, comment je peux encore simplifier cette expression? Ah non, moi je vais encore plus simple. Regardez, comparer la masse d'un électron par rapport à la masse d'un des protons et des neutrons. Qu'est-ce que vous pouvez dire? D'accord? Il a dit que la masse d'un électron est beaucoup plus petite que la masse d'un électron. Justement, imaginons, je prends ce bouquin qui a un certain poids, une certaine masse. Je rajoute une craie qui est toute légère. Je mets sur la balance. Qu'est-ce que va indiquer la balance? Beaucoup plus lourd ou pas? Imaginons, je prends un éléphant d'une tonne. Et un petit pinson vient se poser sur l'éléphant. Est-ce que ça va changer la masse de l'ensemble? Oui, mais tellement peu que quoi. Exactement. Nous, ce qu'on peut dire, c'est que comme la masse d'un électron est très, très, très inférieure à la masse d'un nucléon, vous voyez, hein, 10-27, 10-31, il y a 4 ordres de grandeur, c'est 10 000 fois plus petit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette expression? Ça, on peut le virer. Et il nous reste que la masse d'un atome, c'est à peu près égal à A fois la masse d'un nucléon. Démonstration à savoir refaire. Et en fait, ça veut dire quoi? Que la masse d'un atome, elle est concentrée où? Dans son noyau. Et ça, c'est la masse. On dit, il y a trop de bruit. La masse d'un atome est concentrée dans son noyau. Donc en fait, quand on va faire la mesure de la masse d'un atome, on ne va jamais considérer les électrons. Exactement. C'est vrai que l'atome, le noyau est très concentré dans un point précis. Et les électrons sont très éloignés par rapport au noyau. Enfin, très éloignés, c'est encore, ça dépend à quelle échelle. Mais si on zoomait, on pourrait avoir la même structure que notre système solaire. Si on regarde le système solaire, on a le Soleil, et autour on a les planètes. Et entre, il y a quoi? L'atome, c'est la même chose. Entre le noyau et les électrons, il y a du vide. Et donc, l'espace qui nous entoure, notre système solaire, il est majoritairement constitué de quoi? Le vide. Qu'est-ce qu'on peut en conclure sur l'atome? Il est aussi majoritairement constitué. Et comme l'atome, c'est la brique élémentaire de la matière est essentiellement constituée de vide. Donc, ça explique que nous sommes plutôt du vide. C'est différent. Là encore, c'est pas parce que tu es majoritairement constitué du vide que tu n'as pas une structure. Et donc, après, il y a toutes les interactions que tu vas avoir par rapport à l'extérieur. Ça, c'est encore autre chose. Entre gna. Ok. Alors, on finira cet exo la prochaine fois. Donc, vous devez finir cet exo pour chez vous le 13.
Donc ça sera pour, vous je vous vois plus avant la rentrée. Donc en ligne, on se revoit mercredi. Vous me finissez cet exo et on finira le cours la semaine prochaine. Parce que je suis bon, je suis pas là, on m'a demandé d'être en rendez-vous de je sais pas quoi, donc je serai. En ligne, est-ce que ça passait mieux comme ça?